Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Regard sur le monde. Dialogue national inclusif. Le compte à rebours a commencé au Palais des Sports de Libreville avec la cérémonie solennelle d'ouverture le 2 avril 2024. Environ 2000 participants ont pris d'assaut cet espace dont la capacité d'accueil est estimée à 600 places. C'est dire combien pressante est la soif des fils et filles de la mère patrie gabonaise de pouvoir se retrouver enfin pour discuter dans une ambiance bon enfant, mais surtout dans un état d'esprit conciliant, puisqu'il s'agit de dessiner l'architecture de notre Gabon plus juste, plus fraternelle et prospère, comme l'a si bien indiqué dans son discours d'ouverture le président du dialogue, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. En outre, un regard rétrospectif sur l'actualité pré-dialogue nous montre un collectif de sages reçus en fin du mois de mars 2024 par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils sont allés lui faire des propositions sur le choix du type du régime politique qui, selon eux, convient au mieux à la pratique du pouvoir politique au Gabon. Eh bien, l'invité de Regard sur le monde va donc articuler son argumentaire autour du thème vers quel régime politique à l'issue de ce dialogue national inclusif. Cet invité, c'est un monsieur qui n'est plus à présenter et que vous connaissez très bien. Il s'agit donc de monsieur Nestor Obiang-Zogué, qui est maître en relations internationales et spécialiste des questions de collectivité locale. Alors, monsieur Nestor Obiang-Zogué, soyez les bienvenus à nouveau sur ce plateau de Regard sur le monde. Merci Madame Janice, c'est moi qui vous remercie parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus eu le plaisir à débattre avec vous dans ce beau plateau de Regard sur le monde. C'est donc une sorte de retrouvaille réciproque. Merci beaucoup. Eh bien, je suis vraiment désolée de cette absence. J'ai dû m'absenter pour des raisons médicales pendant près de 3 mois. Mais rassurez-vous, je suis en bonne forme et on regarde sur le monde en bonne position. On va le pousser là. Je vous souhaite prompt rétablissement. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, alors comme je l'ai indiqué il y a une fraction de seconde, je disais que nous allons parler du type de régime politique vers lequel on tend à l'issue de ce dialogue national inclusif, étant entendu que les sages ont fait certaines propositions dans ce sens au président de la transition, initiateur de ce dialogue. Alors, avant donc d'aller au fond des questions, je vous propose de suivre d'abord ce document qui nous ramène au Palais de la Rénovation, chez le président de la transition. La longue et riche expérience de tous au service de la nation, approche indéniable pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la consultation générale une priorité. Ce jour encore, l'entretien accordé au collectif des dignitaires et sages du Gabon à quelques jours seulement du dialogue national en est la parfaite illustration. Et la transition, c'est une occasion unique pour redéfinir notre vivre ensemble. Donc, nous devrons saisir cette occasion. C'est pour la première fois d'ailleurs que nous avons cette opportunité. Les constitutions que nous avons eues depuis le début, c'est copier-coller des constitutions européennes. Mais nous voulons une constitution basée sur nos valeurs culturelles. Force de proposition, ces notables veulent être on ne peut plus concret à travers leur inclination pour une nouvelle méthode de gouvernance du pays. Nous avons fait 3 propositions. Une proposition pour un régime parlementaire, une proposition pour un régime présidentiel et une proposition pour un régime par délégation, un système purement africain qui n'a pas d'élection. Parce que les élections ont toujours été des parodies d'élections dans nos pays. Le projet du CTRI de restauration des institutions et de remise sur les rails du développement, on ne le dira jamais assez, résolument rassembleur. Le CTRI qui entretient toujours la flamme de la cohésion en cultivant fortement l'élan participatif de tous pour une maison Gabon collégialement rebâtie. Vous venez donc de suivre là les propositions faites par le collectif des sages du Gabon. Alors, à chaud, votre réaction très rapide avant qu'on entre dans le fond des questions dont nous allons débattre ici. Ma réaction à chaud, elle est d'abord remercier
nos anciens, parce que ce sont nos aînés, nos pères, nos grands-pères pour certains, qui ont bien voulu faire le déplacement vers la présidence de la République à l'occasion, n'est-ce pas, du dialogue national qui se tient, et qui ont fait preuve d'une force de proposition pour des gens dont on pensait qu'ils étaient déjà éteints, mis à l'écart, à la retraite. Donc je voudrais les remercier pour cela, puisque moi qui parle, je suis de ceux qui commencent à prendre le chemin pour les rejoindre dans le troisième âge. La deuxième chose que j'ai pu observer, c'est que contrairement à ce qu'on a voulu faire, vous laissez entendre aux Gabonais que ceux qui sont fatigués, ceux qui ont un certain âge ne servent plus à rien dans ce pays. Ceux qui sont à la retraite. Mais aujourd'hui, nos aînés, nos dignitaires nous montrent que, bien qu'ils soient des retraités pour la plupart, ben, ils suivent toujours l'actualité politique du pays, ils suivent tout ce qui s'y passe et peuvent encore, en tant que conseillers de la nation, venir faire des propositions pour essayer d'encadrer ce débat national qui aura lieu entre les compatriotes. Parce qu'il faut le dire, et je n'ai pas honte de le dire, le dialogue national nous est offert comme une faveur qui nous est accordée par le CTRI, à la tête duquel se trouve le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, ils n'étaient pas obligés de faire ce dialogue national, puisque nous en avons eu 5 auparavant. Les résultats sont un peu mitigés, c'est selon les uns et les autres. Les militaires n'étaient pas obligés. Nous sommes en régime exceptionnel en ce moment. Mais ils ont voulu associer les civils. Ils appellent donc tous les Gabonais à pouvoir se parler librement, franchement, sans aucune contrainte, parce que c'est nécessaire. Parce que depuis 2016, nous avions constaté que le Gabonais vivait une ligne de fracture qui était devenue dangereuse pour la vie, pour le vivre ensemble de la nation. Les gens ne se parlaient plus. Les gens avaient totalement abandonné tout ce qui était pouvoir public. C'était des regards en chien de faïence. C'était des regards en chien de faïence. Il fallait donc remettre les Gabonais ensemble pour qu'ils puissent se dire des 4 vérités. La vérité ne tue pas, au contraire, libère. Et pour qu'on relance un peu un processus de redynamisation du pays qui vise tout simplement à l'essor vers la félicité. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, encore une fois, je dis 1000 merci à nos dignitaires, à nos grands-parents, à nos pères qui sont en train de s'occuper de nous par l'intermédiaire des conseils avisés qu'ils nous donnent. Et je retiens enfin qu'ils ont fait 3 propositions. L'une concernant le régime parlementaire, l'autre concernant le régime présidentiel, et l'autre dit de régime de représentation, donc par délégation de pouvoir. Je pense que dans le débat que nous allons entamer, nous allons essayer d'apporter quelques éclairages sur ces 3 types de régimes-là, de sorte que le dialogue national aidant, si ceux qui nous suivent peuvent en tirer quelques enseignements, ce sera toujours une sorte de contribution directe par voie médiatique. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nos anciens, nos parents, nos grands-parents, nos retraités viennent effectivement de prouver qu'en Afrique, un vieillard, c'est une bibliothèque dont qu'on peut toujours ouvrir à un moment donné de l'histoire pour tirer les enseignements et la richesse, surtout la richesse qui y est contenue, la sagesse qui est contenue et qui peut projeter de la lumière pour la bonne marche de la cité. Cela dit, alors, ils ont fait 3 propositions, comme vous le disiez tout à l'heure, à savoir le régime parlementaire, le régime présidentiel, le régime de représentation, système qu'ils qualifient purement africain, qui n'a pas d'élection. On va en venir, mais nous allons d'abord commencer par le système parlementaire. Alors, ce que moi je souhaiterais que vous fassiez sur ce plateau, puisque c'est davantage plus pédagogique, je voudrais que étape par étape, vous nous définissiez ce qu'on entend, vous argumentez ce qu'on entend par régime parlementaire. Tout le monde en parle. Tout le monde dit régime parlementaire, régime semi-parlementaire, ainsi de suite. Mais en réalité, on ne maîtrise pas toujours très bien quel est le fonctionnement de ce régime. Qu'est-ce que c'est? Bien, Madame Janice, je voudrais justement vous féliciter pour la pertinence de votre question parce que cela fait partie du débat actuel. Vous voyez, beaucoup d'acteurs politiques parlent du régime parlementaire, d'autres du régime présidentiel. Certains vont même jusqu'à parler du régime semi-présidentiel, c'est-à-dire un pas entre le parlementarisme, un pas entre le présidentialisme.
Le problème dans notre pays, c'est que l'on confond parfois des notions qui sont simples et faciles à comprendre, puisque n'importe qui peut les trouver dans des bouquins de droit. Non. Qu'est-ce qu'un régime politique? Un régime politique, c'est tout simplement le mode de gouvernement d'un État. À partir de ce mode de gouvernement, on peut dire que tel mode de gouvernement relève du régime parlementaire, tel mode de gouvernement relève du régime présidentiel ou semi-présidentiel, ou alors tel mode de gouvernement relève du régime par représentation. Maintenant, les notions essentielles à comprendre, c'est qu'est-ce que le régime parlementaire? Mais avant d'arriver au régime parlementaire, c'est d'abord l'État. Qu'est-ce que l'État? L'État est une personne morale de droit public qui est entourée d'un ensemble d'institutions dont le but est d'administrer et de gérer un territoire aux limites internationalement reconnues. Prenons tout simplement le cas de notre pays. Le Gabon a des limites territoriales reconnues. Le Gabon est membre de l'ONU, donc internationalement reconnu, de l'Union africaine, ainsi de suite. À l'intérieur du Gabon, nous avons un État constitué de plusieurs organes. L'État central, donc le gouvernement, les organes constitutionnels et tout ce qui suit. Les institutions politiques. Les institutions politiques, les gouvernants et autres. Ça fait donc l'État gabonais. Mais l'État est à l'intérieur d'un système. Quel est le système qui a régi le Gabon jusqu'ici? Pour la petite histoire, il faut quand même que les Gabonais, avant d'aller puiser des notions dont ils n'ont pas souvent la maîtrise exacte, puissent se rappeler leur propre histoire. Je crois que la querelle politique qu'il y a eu entre Léon Mba, le premier président du Gabon, et Obama Jean Hilaire, relève justement de la confusion qu'il y avait dans la maîtrise de ces deux notions. Parce que rappelez-vous, en 1958, les Français sont obligés d'aller rappeler le général de Gaulle qui jusque-là se reposait chez lui à Colombey les deux églises. Après la transition de la dernière guerre mondiale, où il a été président du gouvernement, enfin président du conseil d'un gouvernement provisoire. Bien, on le rappelle, on le ramène. On dit, un appel de Londres. Ça ne va pas. Nous voyons qu'il n'y a que toi qui peux relever la situation du pays. Parce que, bon, le régime parlementaire que nous avons abordé jusque-là, ça devient la dictature des partis. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il fallait changer de gouvernement. Il fallait nommer un nouveau gouvernement. Quand ça n'allait pas, on repartait. Bon, il faut que tu nous trouves quelque chose pour que vraiment le pouvoir soit un peu stabilisé. C'est la naissance de la Ve République en France. Et vous voyez, il y a quelque chose que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas vu. C'est un militaire, de Gaulle. C'est un militaire. Le général. Il est général. Non, parce que lorsqu'on vous dit simplement de Gaulle, beaucoup ne savent pas que c'est d'abord, avant tout, un militaire. Et nous sommes aujourd'hui au Gabon. Ce sont des militaires, à la tête desquels se trouve un autre militaire qui nous offre ce dialogue national. C'est vous dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et là je le prends sur moi, Madame Janice, les militaires ne sont pas des gens stupides. Ce sont des gens très disciplinés, rigoureux dans tout ce qu'ils font. Et croyez-moi, si vous avez étudié l'histoire des grands empires, des grandes républiques ou des nations modernes actuelles, vous verrez que la plupart d'entre elles, ce sont les militaires qui leur ont donné leur forme actuelle. Vous prenez les États-Unis. George Washington était quoi? C'était un militaire. Mais c'est à lui que les États-Unis doivent la Constitution qu'il pratique jusqu'aujourd'hui. Vous allez en France, je viens de vous le dire, le général de Gaulle, un militaire. C'est à lui qu'on doit la création de la Ve République jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et vous pouvez citer d'autres comme ça. Là où les militaires ont prouvé qu'ils pouvaient. D'ailleurs, la France elle-même tient sur 2 militaires, en réalité. L'un, Bonaparte Napoléon, l'empereur, c'était un militaire. Mais c'est quand même lui qui a donné le code civil, pas mal de lois qui ont permis à la France de tenir la tête hors de l'eau au milieu des autres nations européennes et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, même si son image s'étiole un peu à cause de derniers dirigeants qui, ma foi, ont des visions différentes des pères fondateurs de la République. Donc, c'est dire que lorsque le débat politique tourne autour, n'est-ce pas, des différents régimes susceptibles de nous permettre une certaine stabilité politique, il faut que nos compatriotes en maîtrisent les subtilités. Parce que chaque régime a des subtilités.
C'est bien les définitions juridiques ou politiques qu'on nous donne, mais comment s'organise un régime, comment fonctionne-t-il et quels sont les pouvoirs susceptibles de permettre à ce régime d'avoir un certain équilibre pour qu'il n'y ait pas trop de dérives. Jusque-là, nous prenons le cas du Gabon. Le Gabon était bien un régime présidentiel dans les livres, hein, dans la Constitution. Nous avons pris comme point de départ, n'est-ce pas, la Constitution de 1991. C'est, à mon sens, l'une des meilleures constitutions parce qu'elle est le fruit, n'est-ce pas, des recommandations issues de la Conférence nationale. Le fruit de la réflexion. Le fruit de la réflexion des Gabonais. Bien, je préférais dire le fruit de... Alors, à partir de ce moment-là, puisque les Gabonais ont fait cet effort, je peux dire que nous avons là une base de réflexion qui nous facilite la mise en place, de la constituante qui aura pour but d'élaborer la prochaine constitution, puisque nous avons déjà une base de départ. Ça veut dire tout simplement qu'à partir de cette base de départ, il faudra enlever les scories qu'on y a ajoutées au fil du temps et qui ont fait que le Gabon, en réalité, vivait sous un régime monarchique, mais dans une république. Ce qui fait qu'il a fallu que, encore, les militaires constatent cette dérive monarchique pour agir en tant que gardien de la République et venir voler au secours des Gabonais pour nous permettre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, un dialogue national. Dialogue national. Les Gabonais se parlent entre eux. Ils se disent tout, on peut même s'insulter, se bagarrer, c'est normal. Ça existe dans toutes les familles, mais il fallait passer par cette étape parce que c'est une sorte de catharsis collective. Ça nous permet d'évacuer tout ce qu'il y avait de mal en nous, parce que nous voulons aller vers un avenir, vers un prochain futur. Et ce futur-là, il faut le paver de bonnes intentions. Il faut donc lui donner une direction sûre pour tous les enfants du pays. Donc, pour revenir à ce que nous appelons les différents régimes, je dois dire que, pour parler d'un régime politique, en droit constitutionnel, le régime politique est le mode de gouvernement d'un État. J'ai un peu brossé quelques notions essentielles de ce que c'est qu'un État. Le régime parlementaire est un régime où les pouvoirs sont équilibrés entre le Parlement et l'exécutif. C'est-à-dire que l'exécutif est occupé par un président. Le Parlement, c'est les élus. Entre les deux, ils ont des missions communes, notamment par exemple l'initiative des lois. En République gabonaise, effectivement, l'initiative des lois est prise par le gouvernement, l'exécutif sous forme de projet de loi, et par le Parlement sous forme de proposition de loi. Ça existe, c'est écrit noir sur blanc. Donc, dans le régime parlementaire, ces deux pouvoirs s'équilibrent. Mais ce qu'on n'explique pas souvent aux gens, c'est qu'à l'intérieur du régime parlementaire, il y a deux phases qui ont existé parce que nous avons hérité du système français. Il y a la phase dualiste, n'est-ce pas? La phase dualiste qui signifie tout simplement qu'à l'intérieur du régime parlementaire, le gouvernement était responsable devant le Parlement et devant le président de la République. C'est ça la dualité. Alors que dans le système moniste, toujours dans le régime parlementaire, seul le gouvernement est responsable devant le Parlement. Voilà, est responsable devant le Parlement. Le président, lui, étant irresponsable devant le Parlement. Mais ce qu'on oublie de dire très souvent à nos compatriotes, mais le président, dans ce cas, quel est son mode d'élection dans le régime parlementaire? Eh bien, c'est la question. Est-ce qu'il est élu au suffrage universel direct ou alors il est élu par les grands électeurs que constituent les sénateurs, les députés et notamment les élus locaux? Voilà la véritable question. Parce que si nous acceptons, à l'issue du dialogue national, le régime parlementaire, ça veut dire que le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct, donc ce ne sera plus la rencontre entre un homme et son peuple avec un projet de société, un programme d'action, et ainsi de suite. Ce sera les grands électeurs qui vont élire le président de la République. Ce qui, chez nous, à mon avis, et je le prends sur moi, ne serait pas une bonne chose. Parce que le président de la République, en ce moment-là, pourrait dire, écoutez, moi, les problèmes du peuple, ça ne me regarde pas, parce que ce n'est pas eux qui m'ont mis là où je suis. Je suis responsable devant les grands électeurs à qui je dois de me conformer strictement, n'est-ce pas, au cadre qu'ils m'ont réservé. Et comme nous n'avons pas une tradition monarchique... Et comme nous n'avons pas cette tradition-là, ça peut très vite déraper.
parce que ça risque d'être un pouvoir personnalisé. Bien sûr. D'un autre côté, le régime présidentiel, lui, c'est un régime qui a pour fondement essentiel la séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Nous avons bien un exécutif au Gabon, puisque le président de la République au Gabon est élu au suffrage universel direct. Nous avons les députés et le Parlement, en temps normal. Hein. Là, nous avons un Parlement de transition où ils ont été nommés parce qu'il fallait substituer. C'est un régime d'exception. C'est un régime d'exception. Il fallait donc qu'il y ait des parlementaires de substitution pour donner force aux décisions prises par le CTRI, qui, cette décision repose non pas sur la Constitution, mais sur une charte, qui est, n'est-ce pas, la Bible de la période transitoire. Donc, en temps normal, les députés sont élus. Les sénateurs sont élus, mais de manière indirecte, parce qu'ils émanent d'abord des conseils locaux, conseils municipaux, conseils départementaux, au sein desquels se passent deux autres types d'élections. La première élection, c'est les membres des bureaux des conseils départementaux, des conseils municipaux, et la deuxième élection, c'est les sénateurs. Parce que les sénateurs émanent des conseils locaux. Donc, ça fait que ce sont ces grands électeurs qui vont constituer le Parlement bicaméral. Deux chambres, le Sénat, chambre haute, et l'Assemblée nationale, chambre basse. En régime présidentiel, tel que formellement décrit dans les bouquins de droit et tout, nous avons la séparation des pouvoirs, parce que c'est trois pouvoirs qui devraient normalement s'équilibrer. Mais lorsque vous lisez notre Constitution, vous verrez que le législateur gabonais, par un tour de passe, parce que moi je n'arrive pas à m'expliquer, parce qu'il y a tellement de contradictions, a réussi à faire en sorte que l'on retrouve des réminiscences de chaque type de régime au sein de notre Constitution, de telle sorte qu'en réalité, tout ce qui avait été mis en place était mis en place pour que ce soit un pouvoir personnalisé, un pouvoir monarchique. Le président de la République au Gabon avait le droit sur tout et sur tout le monde. Quand je dis sur tout, c'est-à-dire dans l'exécutif, dans le législatif, dans le judiciaire et sur tout le monde, puisque de toute façon, il pouvait vous mettre en prison quand il voulait, comme il pouvait vous gracier. Il a le droit de grâce. Ça veut dire que même si vous tuez quelqu'un, dès que le président, par ce pouvoir que lui confère la Constitution, dit « Bon, Madame Janice ne va pas en prison, personne n'y peut rien. » Pourquoi? Parce qu'il est le chef suprême de la magistrature, donc au-dessus de la justice. Et il est irresponsable devant le Parlement. Ça veut dire qu'en réalité, pendant l'exercice de son mandat, il peut tout se permettre. Aujourd'hui, il faut quand même que le pouvoir du président de la République soit des pouvoirs qui aient, n'est-ce pas, des contreforts. Un pouvoir équilibré. Qui ait des contreforts, c'est-à-dire qu'il y ait quand même d'autres pouvoirs qui peuvent, à un moment donné, dire « Ah, attention, Monsieur le Président, ça ne va pas. » Parce que là, vous vous immiscez maintenant dans un domaine qui, constitutionnellement parlant, ne relève pas de votre compétence. Parce que nous l'avons vu dans le régime déchu. Le pouvoir exécutif, en réalité, reposait sur quoi? Sur deux piliers. L'exécutif lui-même et la Cour constitutionnelle, qui, elle, relève du pouvoir judiciaire. Le président, le chef suprême de la magistrature. Et on a donné des pouvoirs excessifs à la Cour constitutionnelle de telle sorte que même le président de la République lui-même, qui nommait les membres de cette Cour constitutionnelle, mais les membres de la Cour nommés par lui-même devenaient une épée de Damoclès sur sa tête. Pourquoi? Parce que c'est eux qui s'occupaient du contentieux électoral, de l'élection présidentielle. Ça veut donc dire que la Cour constitutionnelle du Gabon pouvait dire à tout moment au président de la République « Tu n'as pas été élu, alors ferme ta gueule, nous on peut te dégommer de là du jour au lendemain ». Ce qui n'est pas normal, ni juridiquement, ni politiquement. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un à une fonction et curieusement, cette personne a le pouvoir de vous démettre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que si vous avez ce qu'on appelle en droit le pouvoir discrétionnaire, ça veut dire quoi? À quoi sert-il? Ça veut dire un pouvoir que vous utilisez à votre guise, à votre convenance, selon votre bonne ou mauvaise humeur. Mais quelqu'un que vous nommez ne peut pas vous dégommer. Si vous avez la capacité de le nommer, c'est que vous êtes au-dessus de lui. Celui qui nomme peut dégommer. Or, curieusement, pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle, le président les nommait, mais une fois nommé, c'est eux qui pouvaient démettre le président de la République. Ça n'avait pas de sens. Donc, c'est pour cette raison que les discussions qui achoppent en ce moment autour de ces notions
doivent faire très attention. Il faut que les compatriotes soient sincères entre eux. Tous les grands universitaires, politologues, sociologues, politiques et tout, je vous en prie, faites l'effort d'expliquer à vos étudiants, à nos compatriotes, nos frères et sœurs, les subtilités, les participants du dialogue, qui sont nos frères et nos sœurs, puisque c'est les compatriotes. Oui. Faites l'effort pendant le dialogue national de leur expliquer les subtilités, les inconvénients et les avantages de chaque système, de sorte que, au sortir de là, lorsqu'il faudra déposer les conclusions, chacun choisisse en âme et conscience vers où nous allons. Ce n'est pas la peine pour nous de nous attarder sur l'explication des notions et tout. Nous avons voulu le faire parce que, par respect pour le droit d'aînesse, ce sont les hauts dignitaires de la République, nos pères, nos grands-pères, qui sont allés voir le président de la République. Ça veut dire que, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, ces gens-là ont encore le souci de la nation, le souci de voir ce pays enfin libéré de ses démons pour devenir une véritable nation où tous les Gabonais vont se reconnaître et où tous participent à l'essor, bâtir le pays, le reconstruire et lui donner une nouvelle direction parce que nous avons les moyens de le faire, nous avons de la ressource humaine, nous pouvons donc donner une nouvelle direction au pays pour sortir quand même un peu la tête haute. Et surtout en évitant aussi d'aller nous embourber dans des contrats lyonnais, des relations un peu incestueuses avec certaines puissances et tout, parce que ça ne nous favorise en rien du tout. Ces gens-là, quand ils viennent vers nous, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils ont déjà étudié la question et ils voient où est leur intérêt. C'est à nous aussi de voir où est notre intérêt, de sorte que lorsque nous discutons avec eux, nous savons ce que nous voulons. Et je voudrais, par la même occasion, remercier le président de la République d'avoir été vigilant. Je suis d'autant plus content que ça faisait depuis longtemps que cette chose-là ruminait dans ma tête. Je ne comprenais pas qu'un pays producteur de pétrole n'ait pas une seule compagnie pétrolière. Le rachat d'Assala est venu confirmer que je n'avais pas tout à fait tort. Et la remise sur pied bientôt d'une compagnie aérienne me rappelle Air Gabon quand j'étais étudiant. Ça nous permettait de voyager. Je dis ça au passage pour dire que nous sommes en train de vivre une aventure qu'il faut soutenir. C'est comme un bébé, vous voyez. Lorsque vous mettez un bébé, il sort du ventre de sa mère. Vous devez assurer ses premiers pas sur terre, voir comment il va évoluer. Et quand il sera lui-même un homme, assurer sa croissance. Voilà. Parce que c'est tout au long de la croissance que la civilisation s'acquiert. Et tout au long de la croissance, c'est créer les changements qui vont venir impacter sur la personnalité future qu'il sera. Voilà. Alors, nous allons donc avancer. Les dignitaires ont également fait la proposition au président de la transition d'un régime par représentation. Alors, le régime par représentation, c'est quelque chose de nouveau. Et ils disent que c'est un système purement africain qui ne concerne pas, ou à l'intérieur duquel on ne parle pas d'élection. Bien, le système de le régime de représentation, il est très simple à comprendre. C'est un procédé qui existe déjà. Il existe dans nos traditions, il existe dans le droit moderne, ou le droit dynamique que nous utilisons tous les jours. C'est un procédé juridique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le représentant agit en lieu et place de celui qu'il représente. Donc, il reçoit une délégation. Ça peut être sous la forme d'une délégation écrite, comme vous le faites, quand vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller toucher votre argent à la banque. Quelqu'un va vous représenter. Il la reçoit de qui? Il reçoit cette délégation de qui? Mais d'une autorité. Laissez-moi d'abord déterminer ce que c'est la délégation. D'accord. J'étais en train de vous prendre un exemple. Supposons que Mme Janice ne peut pas se déplacer pour aller toucher son chèque à la banque. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une procuration. Donc, vous allez envoyer quelqu'un, vous représenter en disant, moi je vous envoie cette personne, je suis malade, je ne peux pas arriver, mais la personne peut prendre telle somme en mon nom, parce que c'est moi qui l'envoie. Donc, avec les pièces afférentes. Avec les pièces afférentes, naturellement, on ne prend pas de l'argent en banque comme ça. Bon, donc, cette personne va vous représenter. De sorte que si jamais un jour, vous ne vous rappelez pas avoir envoyé quelqu'un, la banque peut dire, mais madame, vous avez signé une procuration à tel ou tel monsieur, tel jour, telle date, pour venir toucher en vos lieux et places tel montant. Vous ne pouvez pas venir vous plaindre auprès de nous parce que nous, on a la pièce à conviction qui démontre que c'est vous qui l'avez envoyé. Donc, c'est vous qui l'avez délégué. Donc, le système de représentation, c'est celui-là. Maintenant, cette représentation peut être formalisée. Ça peut être un mandat.
Vous avez souvent entendu parler de mandataire. Bien sûr. Mandataire, ça veut dire qu'il y a un mandant. C'est celui qui donne autorité au mandataire d'agir en ces lieux et places. Bien sûr. Vous avez entendu parler des contrats. Ça peut être conventionnel. Ça veut dire qu'on peut vous établir un contrat en disant « Bon, Madame Janice représente la Gabon Télévision pour telle durée en ce qui concerne, par exemple, les reportages et ceci, cela. » Vous avez un mandat écrit. Donc, c'est un contrat que votre maison vous donne pour le représenter lorsqu'il s'agira de faire des reportages à l'extérieur du pays, ainsi de suite. Parce que cette pièce vous autorise, partout où vous allez. Vous êtes mandaté. Vous êtes mandaté par Gabon Télévision. Ça peut être une autorisation judiciaire. Prenons le cas de la tutelle. N'est-ce pas? C'est une autorisation judiciaire. Lorsqu'un enfant est encore mineur, il faut un tuteur. C'est-à-dire que le tribunal prend une décision, dit, bon, Madame Janice, votre neveu est encore un petit gamin, vous allez agir en lieu et place. Parce que lui, en tant que personne, il n'a pas encore la capacité juridique de venir devant les tribunaux pour s'exprimer lui-même. Donc, on va chercher le plus proche parent pour qu'il agisse comme tuteur. Voilà ce que c'est le système de représentation. Maintenant, rapporté au plan politique, mais celui qui vous mandate est forcément la personne qui jouit, n'est-ce pas, des attributions, des prérogatives, des compétences. Donc, il vous mandate pour un certain temps pour agir en ces lieux et places. Ça veut dire qu'il vous envoie pour parler en son nom ou pour agir en son nom. Et lorsqu'il vous envoie, c'est comme si c'est lui-même qui était là. Malheureusement, il peut arriver que certains, par abus de langage et abus de pouvoir, fassent exactement le contraire. Alors, à partir de ce moment-là, au plan juridique, au plan pénal, la faute commise par celui qui est leur représentant tombe directement sur la tête de celui qui le, mais bien sûr, de celui qui le représente. Parce qu'il faut que quelqu'un assume la responsabilité des actes posés. Si c'est des actes qui sont des actes délictueux et qu'il faut passer par les tribunaux, mais il faut qu'il assume. On a un régime par représentation. Je ne comprends pas très bien comment ça va fonctionner. Est-ce que le président est élu au départ ou alors il est institué par ce régime par représentation? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que le président peut continuer à être élu au suffrage universel direct. Mais il estime que tel que les institutions sont structurées dans le pays, il aura parfois besoin des gens pour accomplir un certain nombre de missions spécifiques. Et donc, ces gens-là seront ses représentants. Il va déléguer à ces gens-là des missions spécifiques et dans un cadre bien précis. Ce fut hier le cas des hauts commissaires, n'est-ce pas, qui avaient des missions bien spécifiques. Au niveau de l'administration, ce fut le cas des, comment vous appelez ça, des agences, qui étaient des personnalités morales de droit public ayant des missions spécifiques. Vous voyez, ces gens-là agissaient en lieu et place de celui qui les avait créés et qui leur déléguait un pan, n'est-ce pas, de ces prérogatives de puissance publique. Sauf que dans la Constitution, on n'avait pas tout ça. Mais ce n'est pas la faute de la Constitution, c'est la faute du législateur. Et donc, puisque le législateur a accepté que ces choses-là soient mises en place par un pouvoir réglementaire, mais le même législateur aurait pu demander que ces choses-là soient transformées sous forme de loi qui serait approuvée par l'Assemblée nationale. Mais ils ont laissé faire. Pourquoi? Parce que justement, l'une des tares du système dans lequel nous vivions était celui-là. Nous avions, dans les deux chambres, c'était des chambres d'enregistrement, puisque la majorité absolue... Des caisses de résonance, la majorité absolue, pour ne pas dire écrasante, était la majorité PDG. Donc, ils n'avaient même pas besoin de voter. Lorsque les textes arrivaient, qu'est-ce qu'on leur demandait? On vous disait, bon, écoutez, nous, on a besoin de faire passer ce texte-là le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence à la matière. Bon, vos billes arrivent dans quelques instants et puis après, le problème est réglé. C'est comme ça que ça se fait. Peu importe les inconvénients du texte à voter. Mais prenez le texte le plus unique que nous ayons voté dans ce pays. Je ne veux pas le citer, moi je suis un chrétien. Mais si, il faut le citer puisque vous en parlez. Bon, il s'agit de quel texte? Il y a la dépénalisation de l'adultère et la dépénalisation des pratiques LGBT. Bien, mais ce texte est passé par l'Assemblée et par le Sénat. Les deux l'ont voté, ils l'ont approuvé. Mais à quelles conditions? Ils l'ont approuvé sans avoir consulté. Sans examiner le texte. Non.
sans avoir consulté le peuple dont ils sont censés être les représentants. Aucun Gabonais aujourd'hui ne peut vous dire qu'il a été consulté pour que ces deux textes-là passent à l'Assemblée nationale. Est-ce que même eux-mêmes, les représentants, ont pu examiner ce texte? Mais s'ils l'ont Parce que voté, tel que les choses sont faites, c'est allé à la va-vite. s'ils ont et puis- voté, c'est qu'ils l'ont lu. Le problème est que certains d'entre eux ont essayé de résister. Mal leur en a pris parce que, bon, certains sont ad patres, vous comprenez? Oui. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart de nos députés, de nos sénateurs, tout dernièrement, se contentaient, lorsque certains textes ne leur plaisaient pas, mais de demander que le président leur envoie des billes. Et une fois chacun touchait ses billes, bon, Marchander un texte. mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il faut dire les choses, appelons le chat par son nom. Mais c'est très Nos grave. députés, chaque fois qu'ils boudaient un peu, ça veut dire que ce n'était pas pour notre intérêt à nous. Ils boudaient simplement parce qu'ils disaient, ah, mais oui, mais faire passer ce texte-là. Bon, monsieur le président, non, là, quand même, vous nous amenez dans des histoires un peu tordues, là. Ah, moi, il me faut 50 millions parce que moi, j'ai des choses à Donc, il faire. faut crucifier le Gabon. Mais c'est ce qui a été fait, madame, pendant toutes ces années. Wow. Nos députés, nos soi-disant élus du peuple, ont crucifié le pays. Il a fallu que ce soit des militaires qui viennent nous sortir de là. Alors, j'ai une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Certains estiment que le dialogue, il ne peut pas y avoir réconciliation, construction, sans commission vérité, réconciliation. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question qui paraît pertinente de prime abord, mais qui comporte beaucoup de dangers. D'accord. Je vais m'expliquer là-dessus. Lorsque on demande qu'il y ait une commission, n'est-ce pas, vérité, réconciliation et pardon, je crois, parce que c'est ce modèle-là que l'Afrique du Sud avec Le Mandela modèle nous ont, sud-africain, voilà, bien nous sûr. ont laissé. J'aimerais vous poser la question. De quelle période à quelle période estimez-vous que cette commission doit être mise en place? Parce que nous avons deux périodes et une césure dans l'histoire de notre pays. La première période, c'est que le PDG a d'abord été un parti unique. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Et dans ce parti unique, tous les Gabonais étaient des PDGistes. Moi, je me rappelle, étant étudiant, je cotisais pour le PDG. Mais Obligatoirement, voilà. même si je n'avais pas de carte. Et même si vous ne l'avez pas choisi, vous étiez Mais obligé. c'était le seul parti unique. Voilà. On n'avait pas de choix. Le choix, c'est quand même, il faut avoir au moins deux ou trois choses. Là, vous pouvez choisir, mais il n'y avait qu'une seule partie. Donc, il n'y avait pas de choix possible. Bien. Alors, si on juge les gens à partir de cette période-là, peut-être. Mais maintenant, il y a le PDG dans la période dite du multipartisme. Là encore, il sera difficile de juger le PDG dans la mesure où on a vu des gens partir des partis soi-disant de l'opposition ou des partis soi-disant centraux, hein, qui jouaient Il y avait des allées venues. des allées et venues. Donc il est difficile d'établir avec justesse, n'est-ce pas, les jugements qu'on veut porter. C'est pour ça qu'on parle de réconciliation. C'est-à-dire que deux contraires, on peut essayer de les réconcilier, on peut essayer de se faire pardonner parce que chacun d'entre nous a commis des bévues, a commis des bêtises pendant cette période-là. Et essayer de relancer la machine Gabon. Parce qu'il n'y a pas que nous. Demain, nous allons partir, mais nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants, des neveux, des nièces et tout. Donc, lorsque nous posons le problème, sachons le poser. C'est vrai que ceux qui ont conduit le pays dans la situation où nous nous retrouvons méritent des sanctions. Mais encore faut-il établir la chaîne de tous ceux qui ont géré et qui ont conduit le pays à ce niveau. Et vous voyez que ça devient plus difficile parce que ce sera pratiquement dans chaque famille gabonaise qu'on ira pêcher quelques brebis galeuses, parce qu'il y en a eu. Certains parlent de la période de 2010 à aujourd'hui, depuis que Ali Bongo est au pouvoir. Mais vous ne pouvez pas effacer le PDG de la première période, de la période du parti unique. Bien sûr. C'était le même PDG. Et c'est le même PDG qui dirigeait jusqu'en 2023 encore. Ça veut dire que le PDG a connu trois grandes périodes dans sa vie politique. La période du parti unique qui a duré à peu près 20-21 ans, 22 ans je crois, 68, 90, ouais, 22 ans. Bon, la période du multipartisme 90, 2024 jusqu'à aujourd'hui, bon, en dehors des 6 mois, des 7 mois de la période exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Donc, ces deux périodes-là ont amené une petite césure.
La césure, c'est l'ouverture du multipartisme, qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie. Bien sûr. Le multipartisme, ça veut dire qu'il y a la liberté d'expression, la liberté d'association, on peut créer des partis politiques, les gens peuvent parler, bon, ok. Mais, qu'est-ce que ces partis politiques, en réalité, ont donné au pays? Ont-ils permis au pays d'avancer ou de reculer ou de stagner? Oui. Il faut se poser des questions parce que c'est trop facile. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. C'est là, trop facile oui, de dire c'est Janice qui a fait. Mais oui, quand Janice faisait, si tu la voyais, pourquoi tu ne lui as pas dit d'arrêter? Et puis, si vous me permettez, il y a la pierre d'achoppement, c'est justement au niveau des rôles des partis politiques à l'ouverture du multipartisme. Ils n'ont pas Madame du tout Janice, joué leur même rôle, les acteurs politiques du Oui. mouvement qui demandent la mise en place de cette commission, si vous regardez leur feedback, si vous regardez leur passé, il y a beaucoup de casseroles. oh là là, beaucoup de casseroles là-dedans, même s'ils font beaucoup de bruit. J'en connais plusieurs, Alors. parce que moi j'ai vécu cette période-là. J'ai quand même un certain âge aujourd'hui qui me permet, lorsque je suis devant ma télévision, de me dire, tiens, c'est celui-là qui vient demander vérité, réconciliation, mais est-ce qu'il est normal dans sa tête? Parce que moi je l'ai connu à l'époque où il disait, vous savez à qui vous avez affaire? Vous vous rappelez cette époque-là? Oui, la fameuse expression. Vous savez et à la qui vous fameuse avez affaire? période. Écoutez, mon petit, vous n'êtes qu'un petit étudiant. Hein? Je ne sais même pas si un jour vous serez fonctionnaire. Bon, alors quand je le vois, je dis oui, non, on ne peut pas laisser passer ces choses-là. Je dis, mais tiens, celui-là, mais quand il était ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a un autre problème que les gens posent, c'est-à-dire Oui. qu'en 2016, il y a eu beaucoup de morts. Bien, Les gens alors, posent le problème est de 2016. savoir maintenant, Comment en on 2016, Comment on il y a fait? eu une situation qui a failli mettre le pays à feu et à sang. Parce Oui. que je crois que c'est à la suite du bombardement opéré dans le QG de Jean-Ping. De Jean-Ping, oui. Bien, il faut déjà établir les Les responsabilités. responsabilités. Un, pourquoi on est allé bombarder chez Jean-Ping? Quels sont les gens qui ont bombardé chez Jean-Ping? Combien de victimes il y en a eu? Est-ce que ce rapport a été établi de sorte que le procureur de la République puisse se servir du dossier et commencer à mener ce qu'on appelle une enquête judiciaire là-dessus afin que les responsables soient sanctionnés? Et le dialogue devrait se prononcer sur la base de cette Mais enquête si elle avait abouti. Mais le dialogue devrait demander une enquête approfondie sur cette situation. C'est l'occasion. Oui. Pourquoi vous voulez éluder certaines questions? Ouais. Mais vous voyez, Madame Janice, Oui. il m'arrive des moments de rire tout seul. Parce que je suis en train de découvrir quelque chose que je savais déjà à l'époque où nous suivions des cours de géopolitique du professeur Dabézi. De me rendre compte que les militaires sont parfois plus intelligents que nous, les universitaires, que les soi-disant grands intellectuels que vous avez dans ce pays. Parce que la manière dont ils analysent les problèmes et vous réduisent l'équation fait en sorte que parfois je suis très admiratif devant eux. Vous voyez comment ils ont réduit l'équation qui était difficile pour tous les Gabonais. Parce qu'on bavardait beaucoup. Hein. Quelle équation? L'équation de changer de régime. D'accord. Mais eux, ils nous l'ont réduit. Le président Oligui l'a dit à l'ouverture. Nous, les militaires, nous avons fait notre part. Mais oui, le coup de la libération, c'est grâce à qui? Oui, bien sûr. C'est grâce aux militaires. Bon, tous les bavards, là, ça récite des théories à longueur de journée. On les voyait bien, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait grand-chose. On allait, s'il vous plaît, madame, on allait dans des dialogues. C'était pour aller négocier des postes. C'était pour trouver un peu d'argent pour aller négocier des postes. Oui. Quel était l'intérêt général là-dedans? Justement, je vais vous poser la question de savoir pourquoi tous ces dialogues par le passé ont échoué brillamment. Mais parce que c'était des combines politiques. C'est tout. Les problèmes qu'on allait évoquer là-bas n'étaient pas des problèmes sociétaux, ce n'étaient pas des problèmes d'ordre économique. C'était, écoutez les gars, j'étais avec vous, mais vous m'avez oublié. Je n'ai plus rien, moi. Trouvez-moi un os à ronger. Après, je ferme ma gueule. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on a espoir de pouvoir aboutir On a espoir parce qu'il y a deux facteurs essentiels qui me paraissent être des éléments dont il faut tenir compte. Un, la jeunesse qui, aujourd'hui, elle-même reconnaît que pendant les 14 dernières années, elle n'a pas fourni grand-chose, puisqu'on leur a donné le pouvoir. On sait ce qu'il en est advenu. Et il y a le deuxième élément, c'est les femmes qui devraient se racheter. Parce qu'elles aussi, elles ont eu droit à une décennie de la femme. Je crois savoir que si on devait faire le bilan de cette décennie, je ne vois aucune femme qu'on pourra marquer en disant celle-là, elle a fait ceci ou cela. Aucune ne recevra une médaille d'or. Donc il y a déjà ces deux franges de la population, les femmes et les jeunes, qui devraient se remettre en question à l'occasion de ce dialogue national. Parce qu'au moins là, personne ne peut plus aller se cacher derrière en disant « Ah non, c'était nos aînés, c'était nos papas, et ils nous empêchaient de... »
c'est les jeunes qui ont gouverné le pays pendant ces 14 années. Et Donc, les ils femmes. ont aussi un bilan à établir. Et les femmes. Et les femmes. Oui. Ils ont aussi un bilan à établir. Les militaires vous donnent l'occasion d'établir vous-même ce bilan-là. Ça s'appelle une catharsis collective, une remise en question personnelle. À travers le dialogue national, nous parlons entre nous. Mais pensez-vous que les femmes qui ont été au devant de la scène, dans la sphère décisionnelle, ont été vraiment des références? Ça aussi, c'est un gros problème. Il ne faut pas se voiler la face. Je ne sais pas, qu'est-ce que Parce vous entendez par référence, madame? Excusez-moi, il ne suffit pas d'avoir une femme à tel poste de responsabilité pour juger de sa capacité justement à impacter. Encore faut-il savoir quel est le cursus, quelle est la valeur intrinsèque. Madame, vous savez... C'est important de poser ce débat. Non, il est important de poser ce débat. Il a même lieu d'être parce qu'on a justement tendance à reléguer, n'est-ce pas, la valeur intrinsèque, le cursus des individus en arrière-plan pour ne tenir compte que du clientélisme, de l'appartenance à des lobbies et tout. Mais le vrai problème est le suivant. Quels étaient les piliers du régime déchu? Le régime déchu, vous le faisiez savoir depuis Bongo Père, qui disait « Je peux faire d'un chien un ministre ». Ça veut dire quoi? Si vous l'interprétez de manière tout à fait normale, et je sais que Mme Janis a sa tête sur les épaules, ça veut dire que Mme Janis a beau être docteur en droit, docteur en sciences de la communication, tant qu'elle ne s'aligne pas dans ma vision, elle ne me dit absolument rien. Et on tue le mérite. Et chacun d'entre nous a subi cela. Moi, j'appartiens à la génération des Gabonais qui ont été sacrifiés sur cet autel-là. Parce que, pour tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais accepté de rentrer dans de s'aligner. Non, je n'ai jamais accepté de m'aligner simplement parce qu'on me donnait un os à ronger et je pouvais me contenter de ça. Non, j'avais besoin d'exprimer qui je suis, d'apporter ce que je peux apporter, me dire, bon, au moins le jour où je meurs, je peux laisser un petit nom qui pourra servir de passeport à mes enfants. Parce qu'ils pourront se retrouver devant quelqu'un demain qui dit « Ah, moi j'ai connu ce monsieur-là. Vous êtes le fils de monsieur Obianzo ?»« Ah oui, non, mais votre père, il m'a aidé dans telle ou telle chose. » Ou bien vraiment, il m'a permis d'aborder certaines situations difficiles dans ma vie parce qu'il passait tout le temps à la télé, il essayait de nous apporter des éclairages. Vraiment, si c'était votre père, mais c'est très bien. Alors, à partir de ce moment-là, dès lors que vous le savez, que le système ne fonctionnait plus avec des critères ou un critérium, c'est-à-dire un ensemble de critères. Avec la communauté des normes objectives, standards, des valeurs objectives. Voilà. À partir de ce moment, votre question n'a plus de sens. Pour la simple raison qu'on n'avait pas besoin que vous soyez diplômé, on n'avait pas besoin que vous ayez un savoir faire une spécialité, une expertise. On avait besoin de quelqu'un qui s'aligne, qui appartient au club. Un point de trait. À partir de ce moment-là, on peut vous donner quelques os à ronger, quelques biscuits pour vous permettre de survivre. Et pensez-vous qu'il y a des lendemains meilleurs? Mais il y a déjà des lendemains qui s'annoncent bien. À l'issue de ce dialogue? La preuve, elle est toute simple. Et là encore, j'admire les militaires. Vous voyez, en 6 mois, ils ont fait, en 6 mois, maintenant nous sommes au mois d'avril, hein, août, avril, ouais, en 6-7 mois, ils ont fait ce que l'État gabonais, pris dans son entièreté, a été incapable de réaliser pendant 14 ans. Eux, ils sont en train de vous démontrer qu'en 7 mois, ils peuvent faire ce que nous, on n'a pas réussi à faire pendant 14 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire? Les militaires. Oui, je dis qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Tout le pays est en chantier, madame. Sauf pour ceux qui ne veulent pas le voir. D'accord. Tout le pays est en chantier. J'ai encore en mémoire, Libreville n'avait qu'une caserne de pompiers. Aujourd'hui, il y en a 3 ou 4. Mais c'est déjà quelque chose. On parle de 1 à 4. Ça veut dire que 3 ont été construits entre-temps. À Kanda, Bikele et l'autre là-bas. Vous voyez? Mais pourquoi ceux qui étaient là avant n'ont pas pensé à des choses comme ça? En se disant, la ville s'agrandit, la population aussi prend de l'ampleur et tout. Il faut quand même que les pompiers dans le grand Libreville soient en nombre suffisant pour pouvoir intervenir à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. On n'avait jusque-là qu'une seule caserne. C'est déjà un avantage par rapport à l'ancien régime. Les routes sont en train d'être refaites, des immeubles sont en train d'être construits, des infrastructures et tout ça. Ça veut dire que les militaires sont des gens pragmatiques. Eux, ils parlent très peu et ils agissent beaucoup. D'accord. Nous sommes des civils, nous parlons trop. Certains d'entre nous parlent parfois trop. On bluffe. Alors qu'en réalité, le jour qu'on leur confie des responsabilités, ils sont incapables d'apporter quoi que ce soit à l'État. Et nous avons vu beaucoup d'entre eux
sous le couvert de « je suis diplômé de tel a été mon directeur de thèse, tel a été ceci », mais on vous a confié tel ou tel ministère. Quel est le souvenir que vous avez laissé? Vous avez été le patron de tel département, qu'avez-vous fait? Vous avez été là-bas. On peut, comme ça, leur rappeler leur propulsion. C'est pour ça que je dis, lorsque nous sommes en période exceptionnelle, comme celle que nous vivons en ce moment, j'ai même envie de dire que le président de la République m'excuse. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Hein? Il a un cœur très large. Pourquoi? Mais il a un cœur très large parce que je crois qu'il doit lui arriver de temps en temps de regarder certaines personnes et dire, tiens, toi là aussi tu parles encore, ben, contente-toi d'être là et pardon, alors, laisse un peu d'autres faire. Nous parcheminons vers la fin de cette émission. Okay. Alors, la dernière question va répondre à la question. Oui. Vers quel régime politique la décision. Quelle proposition? Comment vous répondez à cette question? Les propositions ont été faites, n'est-ce pas, par toute la classe politique, par nos doyens, les hauts dignitaires, les anciens du pays. Maintenant, il faut laisser à chacun le soin d'étudier les forces et les faiblesses de chaque régime proposé, de regarder les inconvénients et les avantages. Le dialogue est là pour harmoniser tout cela et voir. Pour ce qui me concerne, j'ai envie de dire que la base de réflexion qui nous a été proposée par le CTRI, c'est la Constitution de 1991. La loi numéro 391 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République gabonaise. C'est-à-dire celle immédiatement issue après la conférence nationale. Et qui est le fruit de notre propre réflexion. Et qui est le fruit de notre propre réflexion. Donc, et qui évacue beaucoup d'emprunts de l'ailleurs. Ceux qui veulent faire un travail honnête, franc et loyal pour le Gabon devraient prendre ça comme base de travail. D'accord. Pour simplement élaguer toutes les scories que la Cour constitutionnelle et son cartel de mafieux juridiques ont voulu y mettre. Ça faciliterait le travail. Et ensuite, de nouvelles orientations. Parce que la constitution d'un pays, c'est les bases. C'est pour ça qu'on appelle une loi fondamentale. Donc, elle pose les bases fondamentales d'un État. Il y a bien sûr des orientations nouvelles qu'on pourrait introduire à l'intérieur pour coller à l'esprit de la charte de la transition. C'est quand même les militaires qui nous l'ont fait, cette liberté. Et ensuite, pour notre vivre ensemble et le devenir du Gabon en l'orientant vers une nouvelle direction. Je crois que ensuite, les participants au dialogue national devraient beaucoup regarder l'économique, le social, le culturel et le soubassement de tout ça, les infrastructures, c'est-à-dire les équipements collectifs en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et dans ce cadre-là, il est normal que nous parlions de la déconcentration des services de l'État et aussi la décentralisation, c'est-à-dire donner aux pouvoirs locaux, donner aux autorités locales les moyens d'harmoniser leurs politiques locales, leurs plans de développement locaux avec le plan de développement national. C'est comme ça qu'on construit un pays. Pour ça, ça demande des concertations permanentes parce qu'on sera obligé de mettre en superposition plusieurs plans. Une carte nationale agricole, une carte nationale forestière, une carte sanitaire, une carte scolaire, ainsi de suite. C'est à partir de ces différents étages que l'État, à travers ses missions régaliennes, construit un pays. Et maintenant, les effets d'entraînement sont liés à qui? Liés, au secteur privé, parce qu'il faut créer des entreprises pour absorber une main-d'œuvre. Il faut ceci, il faut cela. C'est ça, ces effets d'entraînement qui font que le pays avance. Et pour qu'il avance, mettez en place des infrastructures. L'eau, l'électricité, la route, pour que les gens puissent se déployer sur l'ensemble du territoire. Il y a des ressources. Il y a de la ressource produite même localement, mais qui est bloquée parce que les routes font défaut. Donc vous voyez que les Gabonais sont là dans ce qu'on appelle à une croisée des chemins. Bien sûr. Si nous ratons là, ça va être difficile. Et il nous sera difficile de remettre le pays sur les rails parce que les 50 années, ça fait un demi-siècle que nous venons de perdre, ont été du pur gâchis. Nous étions en réalité dans un système monarchique, mais à l'intérieur d'une république. Or, remettons-nous dans le cadre d'une république. Merci, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. On se retrouve donc mardi prochain à 21h. Mais n'oubliez pas, demain, mercredi 10h, rediffusion de cette émission. Au revoir.